Bonsoir à tous et merci de démarrer la journée de travail en notre compagnie. Bien sûr, j'espère que vous avez passé une très bonne journée de travail, une première d'ailleurs pour le compte de cette semaine. C'est le grand rendez-vous. Bienvenue à chacun et à tous. Alors, on répondu présent comme vous à ce grand rendez-vous, un consultant en développement, un coach en leadership parental et un défenseur de l'environnement. On va les retrouver dans un instant, puis en fait, ils sont les invités de ce grand rendez-vous. Juste derrière la météo, on les retrouve. C'est bien évidemment le grand rendez-vous. Alors, les femmes donnent la preuve de leur importance dans le développement du Bénin. Il y en a qui sont initiées à la production de l'énergie solaire. Alors, elles ont fait, bien sûr, de cette activité un outil de leur émancipation. On en parle avec l'expert dans un instant. La nature peut vivre sans l'homme, mais l'homme jamais sans la nature. Propos d'un environnementaliste béninois qui nous inspire le sujet de ce jour, parlant bien sûr de nature et bien-être. L'arbre et l'humain entretiennent en fait une relation vitale. Parlons-en tout à l'heure sur nature et bien-être. Alors, le Bénin a eu droit à une année scolaire spéciale, oui, il faut le dire, une année spéciale, des mesures spéciales donc à prendre. Et quelles mesures spéciales les parents doivent donc prendre pour favoriser la réussite de leurs enfants? Un coach en leadership parental viendra tout à l'heure sur le plateau de Haut en Savoir pour répondre bien évidemment à cette question. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est également le journal. À la présentation ce soir, c'est Estelle Pazou. Bonsoir Estelle. Bonsoir Assio. Le journal, c'est tout à l'heure à 19h45, mais vous êtes là pour le moment, juste pour nous annoncer le menu principal. C'est quoi déjà ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus question que le contrôle fiscal des multinationales échappe au pays en voie de développement. Des experts fiscaux venus de plusieurs pays africains y ont réfléchi et ont proposé une batterie d'actions. Les violences faites aux femmes, on en parle encore. Au-delà des conséquences physiques et morales, ces violences touchent également l'activité économique des femmes. Et puis, la Chine a exposé vendredi dernier une partie des objets de la cité interdite. Tous les visiteurs ont été séduits par l'immensité de la culture chinoise. Vous aurez, mesdames, messieurs, tous les détails à 19h45. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour l'annonce des titres. Rendez-vous à 19h45 pour le développement. C'est parti donc, chers téléspectateurs, pour les différents plateaux du grand rendez-vous. On commence par nature et bien-être.
Bon, puisqu'il est 19h, on peut dire qu'on va se retrouver tout simplement sous l'arbre à palabre du grand rendez-vous, puisqu'on parle aujourd'hui de l'arbre, bien évidemment, l'arbre avec l'homme, bien ces deux entités qui entretiennent une relation vitale. Pourquoi nous le disons ainsi? Vous aurez en tout cas les arguments tout à l'heure d'un défenseur de l'environnement. Suivons tout d'abord ce reportage signé Christelle Tongolo. Face au changement climatique et l'avancée du désert, l'arbre représente une solution alternative. L'arbre apparaît alors comme une nécessité puisqu'elle symbolise la vie. Engager le reboisement sur le plan national et international. Et depuis très longtemps, le Bénin s'est engagé dans ce processus et c'est ça qui a permis de reboiser un certain nombre d'espaces. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se poursuit puisque l'arbre est toujours nécessaire. L'homme a toujours tendance à aller vers les ressources naturelles pour sa subsistance. Mais nous avons l'obligation de faire en sorte que le prélèvement n'entame pas le capital, que le prélèvement n'aille pas jusqu'à laisser après le prélèvement le désert. Le Bénin a opté depuis les années 85 à une journée nationale de l'arbre, une tradition perpétuée tous les ans. Il s'agit surtout d'encourager les Béninois à mettre des plants en terre, mais aussi à veiller à leur entretien. Le suivi rentre dans le cadre de la politique générale de l'entretien des espaces verts et des espaces publics de la ville. Donc annuellement, il y a un programme qui est élaboré. Ce programme est validé par les autorités et c'est ce programme qui est mis en œuvre. C'est vrai que pour l'entretien par rapport à certains espaces, on est obligé d'associer les ONG et certaines associations de bonne volonté qui nous aident à cet effet. L'action béninoise a besoin de formation et information. La ville de Cotonou n'est pas verte. Les villes en voie de développement ne peuvent plus être vertes parce que toutes les hautes herbes ont été remplacées par des hauts bâtiments. Planter un arbre reviendrait alors à poser un acte impérissable. Alors, on a compris, Christelle Tongolo, merci beaucoup pour ce reportage. Entretenir donc les espaces verts, on comprend tout simplement que c'est une option vitale. On n'a même pas le choix, n'est-ce pas, M. Koudérin? Absolument. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Oui. Merci d'être là pour nous parler bien sûr de ce sujet, l'homme et puis les arbres, une relation vitale, n'est-ce pas, Amadina Niamboso? C'est bien cela, Assum Gaba, bonsoir à vous. C'est un plaisir et bon de vous début retrouver. de semaine. Merci beaucoup à vous. Un plaisir Amadina. de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Et surtout pour parler d'un sujet aussi plaisant, aussi vital, je vais le dire, je ne le dirai jamais assez, l'arbre et l'homme, très important. Oui, Assum Gaba, vous le savez, le vendredi prochain, c'est le 1er juin et c'est la journée nationale de l'arbre. Donc, sur le grand rendez-vous environnement, on va consacrer toute cette semaine à l'arbre. Monsieur Martial Kodorin est justement là pour ça. Dans le cadre de la journée nationale de l'arbre, ils ont des activités qui sont prévues. Monsieur, dites-nous pourquoi il faut planter des arbres. Je commencerai par un proverbe africain qui dit que qui plante de l'arbre dans sa jeunesse aura de l'ombre pour sa vieillesse. Alors, c'est pour avoir compris ça que certainement les autorités béninoises ont décidé depuis quelques années de consacrer une journée entière pour cette activité. Et c'est le moment en fait de saluer cette initiative, même il reste toujours des réglages à faire. Et selon vous, il faut attendre nécessairement le 1er juin de chaque année pour mettre des plants en terre? Alors, surtout pas. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on constate en termes donc, de changement climatique, on peut remarquer que les périodes pluvieuses sont maintenant devenues incertaines. Ça varie d'une année à une autre. Et je crois que si le 1er juin avait été choisi par les autorités, je pense que c'est parce qu'on avait identifié cette période du 1er juin comme étant une période assez pluvieuse. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. On a des pluies qui commencent peut-être un peu plus tôt, parfois un peu plus tard. Et c'est à ce titre-là que Crédit ONG, que j'ai l'honneur de diriger, a choisi
de pouvoir définir une période en fait qui encadre le 1er juin, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 30 juin. Pour nous, c'est vraiment une période que nous avons dédicacée pour beaucoup d'activités liées à l'environnement, dont justement la mise en place des terres. Et cette période-là, nous appelons, c'est une période de journée verte. C'est-à-dire que les journées vertes, pour nous, c'est un ensemble d'activités qui se déroulent sur environ 2 mois et qui comportent plusieurs activités, dont la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Et quelles sont ces différentes activités? Alors, ces différentes activités, d'abord, dans un premier temps, il y a donc le reboisement, tous azimuts, ça veut dire que... Ça a commencé déjà? Oui, ça a commencé. Nous avons lancé les journées vertes dans la vallée du Sitatunga le 3 mai dernier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui. Et elle se poursuit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs petites plantations qui se font. Quand nous on parle de plantation, on distingue tout ce qui est plantation d'alignement, c'est-à-dire les plantations aux abords des rues, parce que pour nous, aujourd'hui aussi, avec l'urbanisation, l'espace se fait rare pour faire des plantations et il faut vraiment trouver des astuces, reboiser les abords des rues, réaliser des grandes plantations. Les deux vont de pair, les deux se complètent. Et pour nous, en fait, c'est comme ça que nous procédons depuis maintenant une dizaine d'années pour reboiser des abords de rue. C'est l'endroit fréquenté au quotidien. Ça favorise aussi l'entretien et le suivi par les communautés. Par la communauté. Alors, vous le faites depuis quand? Vous le faites depuis quand? Alors, on le fait déjà depuis 2008. Nous avons commencé à réaliser ces plantations, que ce soit des plantations d'aliments ou des plantations sur des espaces relativement grands que nous appelons des plantations communautaires qui ont plusieurs buts. Ça veut dire parfois on fait des plantations d'enrichissement. Ça veut dire que c'est des plantations que nous allons faire dans un souci de pouvoir vraiment enrichir un milieu. Dans le qui en manquait, oui. Oui. Les objectifs sont vraiment atteints, vous pensez? Voilà. Alors, ça fait 10 ans déjà, oui. En termes d'objectifs, je ne peux pas dire que les objectifs sont complètement atteints, mais il y a des choses qui restent. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout ce que nous avons fait a marché, à quand même plus de 50%, on peut constater aujourd'hui que nous avons réussi à impacter un tout petit peu le paysage, le couvert végétal. Oui, mais par rapport au suivi, comment cela se fait? Alors, par rapport au suivi, nous avons mis en place un dispositif parce que nous travaillons beaucoup avec les communautés. Et donc, lorsque nous faisons des plantations, c'est souvent des plantations villageoises. Et ces plantations villageoises Qu'est-ce qu'on appelle plantation villageoise? Alors, c'est une plantation d'abord que nous disons communautaire, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à une personne. Voilà. C'est une plantation qui se fait sur un espace communautaire comme un domaine d'une école ou un domaine qui est réservé à un centre de santé ou pour des activités, des réserves administratives, mais qui pour le moment ne sont pas encore occupées. Donc, pour le moment, on peut se permettre de mettre des arbres. Donc, ça, c'est une plantation villageoise. Et donc, la gestion revient au chef de village et à la communauté. Et l'idée, par exemple, de ces plantations, c'est des plantations qui doivent servir pour le bois énergie. C'est-à-dire que c'est des plantations qui vont être coupées, qui vont être exploitées pour pouvoir limiter la pression sur les forêts naturelles. Donc, du coup, ça crée en même temps une source de revenus au niveau village parce que les bois qui vont être tirés de ces plantations vont pouvoir être cédés aux communautés à des prix relativement moins chers parce qu'on sait que nos habitudes culinaires restent encore très, très liées au bois. Donc, voilà, ça c'est le reboisement. En dehors des reboisements, Crédit ONG, dans les journées vertes, initie ce que nous appelons le village vert. Voilà. C'est-à-dire que nous travaillons aujourd'hui avec près d'une centaine de villages et nous voulons voir comment est-ce que les villages sont entretenus en matière de gestion de déchets, de plantation d'arbres et consorts. Et vous n'avez aucun programme pour les villes? Parce que nos villes ont quand même besoin des plans et autres. Oui, les programmes pour les villes, pour le moment, nous travaillons sur le territoire de la vallée du Sitatunga et progressivement, on arrivera vers les villes aussi. Et bon, dans le cadre de la JNA pour cette année particulièrement, donc le 1er juin, le vendredi prochain, nous allons reboiser 2 hectares de teck
avec la commune de Zé. Donc, ils sont actuellement à pied d'œuvre pour que ce travail soit fait. Nous avons prévu au total de pouvoir reboiser au moins 20 000 plants cette année dans le cadre donc, de nos journées vertes, dans le cadre donc, de la journée nationale de l'arbre. Et comment vous choisissez les plants à mettre en terre? Est-ce que tous les plants sont adaptés à tous les types de sols? Alors ça c'est une très belle question. Je crois que d'abord ce n'est pas forcément le sol qui va nous définir le type d'espèce que nous allons choisir, c'est plutôt les objectifs. Donc par exemple lorsqu'on parle des plantations villageoises, on est orienté plus vers des espèces à croissance rapide. C'est-à-dire, c'est des essences comme l'acacia, comme le mélina, qui sont des espèces qui croissent très vite et qui peuvent être exploitées rapidement. Oui. Lorsque nous voulons faire des plantations d'alignement, nous allons choisir des essences qui font beaucoup plus d'ombre, comme par exemple le caïl cédra, qu'on connaît pour ses vertus aussi, qui sont assez mutilées par les populations parce que c'est un... Et cette année, vous avez choisi les tecs, pourquoi? Alors, on a choisi le tech parce que fondamentalement, nous avons choisi cette année d'accompagner la mairie de Zé. Voilà. Et la mairie de Zé est dispose d'espace. Ils ont plus de 16 hectares qu'ils ont réservés pour faire des plantations. Et ils sont proches ils sont dans une zone où effectivement le teck est une espèce qui croît beaucoup. C'est pas loin donc de tout ce qui est plantation de l'ONAB. Et donc le teck c'est aussi une essence qui va mettre du temps. Parce que si on veut exploiter des billes, c'est pas la même chose que si on veut exploiter des perches. Et donc ça, c'est le choix que la mairie de Zé a fait. Et cette année, nous décidons de les accompagner simplement. Voilà. Mais avant ça, nous accompagnons tout ce qui est plantation privée. Nous avons distribué déjà plus de 10 000 plants d'acacia auriculiformis, qui est une espèce à croissance rapide, pour justement des privés qui l'ont demandé. Mais alors, quand on parle de relations arbre et l'humain, vous reboisez, c'est vrai et tout, mais il faut quand même expliquer à la population cette relation-là. En quoi c'est vital en réalité? Je crois que pour expliquer ce que c'est, parce que l'arbre, lorsqu'on prend une cour où il n'y a pas d'arbre, on va voir que quand le soleil arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il fait chaud partout, on ne sait pas où se donner la tête. Alors que quand il y a un arbre, on va sortir, on va se mettre à l'ombre de cet arbre-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre, d'une façon ou d'une autre, joue un rôle central dans tout ce que nous allons appeler réchauffement même de la Terre. Parce que lorsque les rayons solaires arrivent et tombent sur la Terre, s'il y a des arbres, les arbres vont constituer d'abord un premier filtre pour tout ce qui est rayons solaires, pour les empêcher d'atteindre directement le sol. Et en fait, ça joue un grand rôle après dans l'agriculture parce que quelque part, le réchauffement excessif du sol va pas favoriser l'agriculture, ne va pas favoriser le développement des plantes. Et quand on sait que l'agriculture, c'est la source de nourriture pour l'homme, si vraiment ces arbres ne sont pas là, pour également réaliser ce que nous appelons la photosynthèse, parce que l'air que nous respirons, l'air est chargé en CO2, et on sait que l'arbre a cette propriété de pouvoir capter le CO2 à travers le phénomène de la photosynthèse pour libérer de l'oxygène que nous respirons. Alors si on n'a pas d'oxygène, c'est qu'on n'existera plus. Et je pense que ça explique bien la relation que l'homme a avec l'arbre. Et avec tout ce que vous menez sur le terrain comme action, avez-vous l'impression que les populations perçoivent réellement l'importance des arbres? Je pense que les populations perçoivent l'importance des arbres. Le plus gros souci, c'est le niveau de pauvreté. Parce que, en réalité, figurez-vous par exemple qu'il y a des gens qui ont besoin peut-être de 1000 francs pour aller se faire soigner. Et il y a le plus gros arbre du village qui est là. Et on peut proposer de l'acheter à 2000 francs, de le couper pour pouvoir disposer de 1000 francs pour aller sauver un parent. Dans ces conditions-là, le choix est vite fait de couper l'arbre, même si on sait que ça nous protège, ça nous fait des choses.
Donc je pense que c'est comment faire pour que effectivement le niveau de pauvreté de nos villages puisse vraiment reculer, sur lequel nous allons travailler pour réellement arriver. Parce que l'environnement arrive au second plan. Il faut déjà que les gens puissent avoir un minimum de bien-être pour prendre soin de leur environnement, parce que quand on ne sauve pas aujourd'hui, il est difficile de penser à demain. Il faut régler d'abord la question d'aujourd'hui avant de penser à demain, sinon c'est très compliqué. Merci beaucoup à vous, Monsieur Couderin. Je vous en prie, c'était un plaisir. Vraiment, et bonne fête déjà par anticipation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Amandine Niabossou. C'est une fête qui certainement concerne pratiquement tout le monde, n'est-ce pas, Monsieur Couderin? Absolument. Absolument. Merci beaucoup à vous. Et là, on comprend tout simplement que quand on réduit le niveau de pauvreté, c'est qu'on aura davantage d'arbres disponibles pour donc favoriser la vie sur Terre, tout simplement. Alors, et pour cela, parlons bien sûr d'activités de réduction du niveau de pauvreté. Nous allons parler d'une activité de production d'énergie solaire. Une activité à laquelle beaucoup de femmes ont été donc initiées au Bénin. Et c'est avec l'expert qu'on en parle. De jour en jour, on a la preuve que les femmes sont très, très importantes en parlant bien sûr du développement du Bénin. Et il y en a qui sont donc initiées à la production d'énergie solaire. Elles ont fait d'ailleurs même de cette activité leur outil d'émancipation carrément. Et ça, c'est grâce bien sûr à votre concours. Je parle bien sûr de M. Abdul Razak Karimou Mola, qui est consultant en développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci beaucoup. Monsieur Gab. Voilà, c'est un plaisir. Alors, vous initiez donc des femmes à la production d'énergie solaire. Oui. Pourquoi les femmes? Merci beaucoup pour cette question. Pourquoi les femmes? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on le dit, le développement de toute nation passe toujours par les femmes. Aujourd'hui, quand on le voit, on dit toujours que les femmes sont des hommes à tout faire, à 1000 bras. Donc, les bras, un pour s'occuper des enfants, l'autre pour s'occuper du développement de la maison, l'autre pour la propriété, l'autre pour aller au champ, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, on s'est dit que si les femmes ont une autonomisation, je pense que le foyer sera plus heureux que ce que nous constatons, surtout dans la zone du Nord où la plupart des femmes sont reléguées juste aux activités ménagères. On ne donne pas cette liberté à la femme d'entreprendre quelque chose. Elle est toujours à la traîne de la famille, du mari. C'est juste le mari, les enfants, le foyer. Donc, comme le disait Sédou Badian, ça se limite à là. Donc, on s'est dit, si on trouve à faire une autonomisation aux femmes, je pense que notre développement va plus booster. Va plus booster. Donc, vous avez choisi les femmes parce qu'il faut que les femmes s'émancipent. Oui, il faut que les femmes s'émancipent. Il faudrait que les femmes quittent ce goulot d'étranglement qu'on a tant connu, où la femme est juste faite pour le foyer. Donc, on a dit, bon, il faudrait qu'aujourd'hui, que les gens puissent comprendre que la femme aussi est capable de faire ce que l'homme peut faire. Oui. Et pourquoi avez-vous choisi l'énergie solaire, la production de l'énergie solaire comme activité pour pouvoir favoriser l'émancipation des femmes? Oui, aujourd'hui, on a constaté d'abord qu'en Afrique, près de 620 personnes vivent sans électricité. Et du coup, on a vu que c'est une nouvelle source d'énergie qui est arrivée et c'est plein d'emplois parce que aujourd'hui, de 2011 à 2015, on a constaté que la vente des exemplaires des kits solaires sont passés de 0,5 million à 11,3 millions d'exemplaires. Pour la vente, des équipements. Oui, pour la vente des équipements. Du coup, on s'est dit, mais si les gens s'intéressent à la chose, parce que lorsque nous constatons dans les zones reculées, dans les campagnes, dans les villages, il n'y a pas du tout d'énergie. Et les gens s'adonnent à cette pratique. Donc, du coup, s'il y a des femmes, et surtout que nous savons que les hommes sont plus flexibles au niveau de la femme. Quand c'est la femme qui vient négocier un marché d'installation d'énergie solaire, tout à l'heure, on lui donne le marché. Donc, on s'est dit, mais avec ça,
c'est une bonne idée pour que les femmes puissent avoir leur autonomisation, parce qu'elles auront la possibilité d'installer, elles auront la possibilité de vendre, et elles auront la possibilité de conseiller les gens, parce que c'est tout ça là, on les a formées, elles auront la possibilité de conseiller les gens en matière d'efficacité énergétique, parce que nous constatons aujourd'hui que les gens utilisent à travers l'électricité à la maison, et quand les factures viennent, on se met à crier, c'est papa crie, maman crie, on commence par accuser maman que c'est elle qui reste à la maison, elle regarde la télé du matin au soir, du coup, donc avec cette formation, on s'est dit, bon, elles peuvent conseiller elles-mêmes déjà à la maison, elles peuvent déjà dire aux enfants, ah non, écoutez, utilisez comme ça la télé, que de telle heure à telle heure, on peut utiliser la télé, on peut regarder la télé, on peut faire ci, que de souvent rester à la cuisine, la télé allumée, les ampoules, si c'est 10 ampoules nous avons à la maison, tous les 10 ampoules sont allumées. Donc vous ne les avez même pas, vous ne les avez pas uniquement formées à la production de l'énergie, mais à la gestion également. Oui, à la gestion également, parce qu'elles ont bénéficié aussi des cours de leadership entrepreneurial où elles peuvent déjà, parce que l'objectif c'était, ce n'est pas forcément que l'ONG Fetin Hand à la fin de la formation puisse employer toutes ces filles, mais c'est qu'à la fin, ces filles aussi puissent arriver à monter leur propre projet. Donc c'est pour ça qu'on les a initiés aussi au montage des projets, et donc à la rédaction des projets, elles ont certaines ont commencé, on a corrigé, et on les a initiés à l'informatique pour que déjà, lorsqu'elles doivent gagner un marché, forcément elles doivent faire des devis, du coup, donc on les a initiés à l'informatique, elles doivent écrire le CV, donc tout ça là, on les a initiés. On est même passé à les initier à la réparation des téléphones portables, pour que au moins ces filles là, lorsqu'elles vont se retrouver, même si un côté ne marche pas, que l'autre côté marche, et la gestion aussi de la clientèle, parce qu'on s'est dit, il y aura parmi elles qui ne vont pas forcément vouloir embrasser le domaine d'installation et qui vont vouloir vendre. Donc, du coup, on a embrassé aussi ce domaine de la gestion de la clientèle pour qu'elles sachent comment accueillir un client, comment l'installer, ainsi de suite, et comment arriver à vendre. Comment arriver à vendre? Alors quel est donc le niveau d'études de ces femmes, le niveau d'alphabet? Est-ce que c'est n'importe quelle femme que vous avez donc à choisir pour conduire ce projet-là? Oui, la plupart, c'est le niveau mini, c'est la classe de 4e, et c'est des femmes déscolarisées, au fait, c'est des filles déscolarisées nous avons pris. Ok, donc, vous avez choisi uniquement des filles déscolarisées? Des filles déscolarisées, oui. Parce que la plupart, vous constatez que c'est des gens, par la force des choses, sont tombées enceintes, donc elles se sont retrouvées à la maison, elles sont déscolarisées, donc elles n'ont plus donc elles se disent, bon, notre avenir est voué à l'échec. On s'est dit non. Mais après la formation, ils ont su que non, l'avenir n'était pas voué à l'échec, qu'il y avait encore espoir. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a choisi ces filles déscolarisées. Et c'était l'initiative de la présidente de l'ONG Fetin Hand, que je salue au passage, Mme Ismena Hamidi, vraiment qui, avec l'ONG, qui lutte beaucoup pour que cette autonomisation des femmes soit effective. Soit effective. Donc, autonomisation de ces femmes par le biais de l'énergie, de la production de l'énergie solaire. Et vous pensez que le projet a pris corps? Est-ce que ces femmes-là, aujourd'hui, arrivent vraiment à produire l'énergie solaire ou il y a toujours des difficultés à leur niveau? Non, on est fiers de ces filles parce qu'il faut le dire au cours de la formation, parce qu'il y a eu 2 centres. Il y a eu un centre qui a formé des filles au niveau de Djougou et l'autre centre au niveau de Parakou. Et en tout et pour tout, ça faisait 64 filles. 64? Oui, 64 filles qui ont été formées. Et il faut le dire, lors de la formation au niveau de Parakou, nous avons eu à faire des travaux pratiques où les filles les apprenantes de Parakou ont dépanné presque tous les lampadaires solaires de la ville de Parakou qui ne marchaient pas. Les lampadaires solaires? Oui, et la mairie nous a accordé la nacelle grâce au leadership du maire Charles Tokor. Et les filles, elles étaient en l'air, elles ont dépanné, donc elles ont diagnostiqué là où il n'y a pas, c'est l'ampoule qui ne marche pas. On va de l'autre côté, là où les gens ont vandalisé les choses, on va enlever la lampe de l'autre côté, on vient placer. Et ça a pris, ça a marché. Et les populations de Parakou en sont témoins. Alors si je comprends bien, les lampadaires de Parakou réparés, c'est grâce bien sûr à ce projet, sinon à ces femmes-là que vous avez formées. Oui, c'est ces femmes-là qu'on a formées, on les a
dit, bon, il faudrait qu'elle puisse aller sur le terrain, qu'elle arrive au moins à mener des activités de terrain. Donc, du coup, la mairie nous a accordé la nacelle pour qu'elle soit en sécurité en l'air, avec les casques. Donc, elles ont travaillé, elles ont dépanné les lampadaires solaires, elles ont entretenu encore les lampadaires solaires. Parce qu'il faut le dire, les gens pensent qu'après l'installation des kits solaires, c'est fini. On attend, ça produit, c'est fini. Non, il faut aussi de l'entretien. Donc, du coup, elles ont entretenu les panneaux, elles ont pris les mesures des batteries pour voir qu'est-ce qui ne va pas, les régulateurs qui ne donnaient pas. Donc, elles ont essayé de corriger tout ça à travers la ville de Parakou. Donc, c'est à la fierté. Les gens savaient même cru. À un moment donné, les gens se disaient non, que c'est un marché, on avait gagné. Parce qu'à toutes les fois, on nous voit dans la rue, avec ces filles à dépanner, les gens avaient cru que c'était un marché. Alors, est-ce qu'après donc cette prestation, je dis gratuite, offerte à la ville de Parakou, par le biais de la réparation de ces lampadaires, est-ce qu'il y a eu quand même un retour du côté de la mairie de Parakou envers bien sûr ces femmes-là, comme quoi leur confier, pourquoi pas, l'entretien de ces lampadaires désormais? Merci beaucoup, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu un retour, mais nous sommes dans les négociations. On n'a pas encore eu un retour. Nous sommes dans les négociations parce que, il faut le dire, on y pense, on est dans les négociations. Et comme ce n'est pas facile, parce que la mairie, au départ, avait recruté certaines personnes qui s'occupaient pour pouvoir le faire. Voilà, pour pouvoir le faire, même si ces personnes n'étaient pas des experts. Mais bon, on les avait recrutés pour cela. Donc, du coup, la mairie ne peut pas être en train de les payer un salaire et en même temps vouloir encore. Donc, nous sommes dans les démarches pour que ces filles-là soient impliquées, bien sûr. Voilà, soient impliquées. Comme ce n'est pas seulement que la commune de Parakou, il y a les filles de la commune de Tchaouro qui faisaient partie, les filles de la commune de Ndali, de Niki. Donc, du côté de Tchaouro, après la formation, le maire les a permis aussi d'entretenir les panneaux solaires de Tchaouro. Oui, donc elles ont installé aussi des kits pour les ménages plein. Parce que la principale question qu'on se pose, comment ces femmes-là arrivent donc à faire de cette activité-là leur véritable outil d'émancipation aujourd'hui? Oui, d'abord, après la formation, c'est pour ça que je salue ici la bravoure de Madame la Présidente. Comme elle, en même temps, elle a une structure qui vend les kits solaires, donc elle permet à ses filles de prendre des kits solaires gratuitement, et de trouver des marchés, et du coup, donc elles vont installer et en partie, elles les payent. Donc, les frais d'installation, lorsque vous prenez un kit de 200 000 francs, qui est constitué d'un panneau solaire, d'une batterie, d'un régulateur, ces filles-là avec une télé, ces filles-là viennent vous installer ça. Et le client ne paie plus rien, vous payez les 200 000, c'est fini, c'est la présidente qui paye le déplacement et les frais d'installation de ces filles. Donc avec ça, elles arrivent à subvenir à leurs besoins. Oui, parce qu'il y a beaucoup de marchés, je l'ai dit tout à l'heure, même vous qui êtes ici, M. Gaba, lorsque c'est une femme qui vient vous faire la cour pour l'achat de quelque chose, c'est rapidement, vous allez l'acheter par rapport à un homme comme moi qui vous allez dire non, tu sais, je n'ai pas d'argent, voilà. Mais quand c'est des femmes, tu vois, vous êtes plus flexible. Vous comprenez tout simplement qu'il y a un faible niveau des hommes. Mais là, dans le cadre, bien sûr, de cette formation, est-ce que vous permettez quand même à ces femmes-là de partager ces connaissances-là avec leur père? Parce que vous ne pouvez quand même pas avoir toutes ces femmes-là, ces filles déscolarisées, dans le cadre d'une seule édition. Est-ce que ces femmes-là sont autorisées à former d'autres personnes aussi à la production et à la gestion, à l'efficacité énergétique? Oui, c'est l'objectif en réalité du projet. C'est que chaque année que ces filles puissent arriver à mentorer au moins 5 autres filles. Parce qu'on s'est dit, c'est au niveau des femmes, et si elles ont pris déjà goût à la chose, elles voient l'importance, donc c'est plus facile de mentorer aussi d'autres filles. Et c'est pour ça, à la fin de la formation, elles ont bénéficié des kits pour en même temps être opérationnelles gratuitement. Donc, elles ont bénéficié de ces kits pour que, même si elles doivent former des gens, elles ont le matériel disponible
disponible. Donc, elle peut former des gens, elle peut mentorer des filles. Et en même temps, elles ont l'expertise de l'ONG qui les appuie, qui les suit en coaching et tout ça là. Donc, c'est pour ça on dit, bon, c'est un bon projet, M. Gab, parce que si elles doivent mentorer et suivre elles-mêmes, ça les permet aussi de mieux apprendre, parce qu'il ne suffit pas de dire, j'ai été formé, je vais dormir, c'est fini, j'ai le diplôme, j'ai mon attestation, du coup, je suis à la maison, sans pratiquer. Donc, en formant, en mentorant les autres filles, donc elles-mêmes, elles apprennent encore davantage. Voilà. Tout simplement. Donc, ce sont des filles déscolarisées. Oui, la cible, elle est bien précise, tout simplement. Oui. Et on a compris également qu'il y a un mécanisme mis en place donc, pour permettre à ces filles-là de faire de cette formation, sinon de cette activité, leur véritable outil d'émancipation. Oui. Et là, ça leur permet. Alors, donc, en matière de production d'énergie solaire aujourd'hui, est-ce que ça vient participer, ou bien est-ce qu'elles sont limitées en fait en matière de régions où elles doivent donc agir pour produire l'énergie solaire? Est-ce que elles sont uniquement réservées pour les zones reculées du Bénin, où les villes également peuvent bénéficier de leurs prestations? C'est partout, partout où besoin se fait sentir. Parce que si vous êtes ici à Cotonou, vous voulez qu'elles viennent à Cotonou vous installer ça, on les déplace, elles viennent. La belle preuve est qu'on est allé jusqu'à Kandi, jusqu'à Gorgounou pour l'installation. Donc, c'est ces filles-là qui installent. Quand on va sur le terrain, nous, on ne fait pratiquement rien. C'est elles qui, souvent, elles installent tout, elles font tout, on les regarde. Donc, c'est comme ça. Donc, on les suit, on ne fait que les suivre seulement. Donc, c'est elles qui font tout, parce qu'elles ont appris ça, elles sont là pour ça. Si déjà, il faut apprendre une chose à quelqu'un, et du coup, quand vous vous retrouvez sur le terrain, c'est vous-même qui allez faire la chose. Donc, ce n'est plus la peine. C'est vraiment la peine. Merci en tout cas à vous pour cette initiative. Ça participe en tout cas du développement du Bénin et surtout de l'émancipation des femmes, et aussi en parlant bien sûr de production, et ça renforce la capacité du Bénin en matière de production d'énergie. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Alors, la suite du grand rendez-vous, ce sera avec vous, chers téléspectateurs. Dans un instant, on va vous retrouver pour parler bien sûr du journal. Mais avant cela, c'est Autant Savoir qui ouvre ses portes à vous pour parler bien sûr de la réussite des élèves aux examens de fin d'année. Année scolaire spéciale, mesures spéciales, parlons-en sur Autant Savoir. Autant Savoir, aujourd'hui nous parlons du rôle des parents. Oui, et quel est leur rôle pour donc favoriser la réussite de leurs enfants, puisqu'on a eu droit à une année scolaire spéciale. On a tendu bien sûr nos micros aux conseillers du ministère des enseignements maternels et primaires, qui nous parlent bien sûr des conditions et qui nous rappellent en tout cas de cette année spéciale, les situations dans lesquelles bien sûr les élèves et les parents se sont retrouvés tout simplement. Suivez et on revient en plateau en parler. Comme cette année a été une année spéciale du fait des perturbations que l'école a connues, nous avons au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires mis sur pied des stratégies afin que les enseignants, dans un sursaut collectif, puissent remonter la situation du fait, et surtout que les enfants, pendant un bon moment, ont désappris parce que étant restés longtemps à la maison. Et il n'y a plus de moment de jeu pour les enfants parce que nous allons consacrer tout le reste du temps aux activités pédagogiques pour pouvoir nous en sortir. Il y a une masse horaire qui est consacrée aux activités pédagogiques. Et je dis que lorsqu'on est en crise, il y a de nouvelles attitudes qu'il faut adopter et c'est ce que nous essayons de faire. L'année ne sera pas une année perdue et ce n'est pas du leurre. Nous ne pouvons pas tuer la génération d'élèves de notre pays
Je voudrais rassurer les parents que leurs enfants iront à l'examen et vont tirer leur épingle du jeu. Je voudrais les inviter aussi à être beaucoup plus attentifs aux enfants parce que nous sommes en période de pluie où les maladies pilules et le froid est là. Il faut que les parents protègent les enfants, ne leur permettent pas de tomber sous le coup d'une maladie pour manquer l'école pour le reste du temps. Nous voudrions donc les appeler à un bon suivi à la maison. Alors, année scolaire spéciale, quelles mesures spéciales donc faut-il tout simplement? En plateau, on a un coach en leadership parental, Fulgence Awangonou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, c'est un plaisir. Plaisir renouvelé. N'est-ce pas? Bonsoir Aliat Biro. Assion Gaba, bonsoir. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Voilà, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Le jeûne, ça se passe bien? Oui, ça avance. Ça avance. D'accord. Oui. Alors, nous parlons aujourd'hui du rôle des parents face donc, à cette année scolaire spéciale cause des perturbations. Oui, année scolaire spéciale, certes, mais presque dernière ligne droite avant les examens de fin d'année. Quelles sont les dispositions à prendre par les parents d'élèves pour pouvoir accompagner comme il faut et comme il se doit leurs enfants pendant ces moments de révision? Nous en parlons avec Fulgence Awangonou. Il est coach en leadership parental. Mais déjà, ma toute première question, c'est de savoir s'il faudrait un accompagnement particulier justement en cette période. Oui, il faut un accompagnement particulier, ça c'est clair. Vous savez, les parents ne peuvent pas étudier à la place des enfants, de leurs enfants, mais grâce aux actes qu'ils posent, à leurs attitudes, ils pourront accompagner les enfants au succès. Alors, que faut-il faire comme vous le dites? Il y a deux grandes choses à faire. D'abord, les parents en cette période doivent donner de leur temps, ils doivent être disponibles pour leurs enfants. Et la deuxième chose, c'est créer un climat familial qui encourage, qui crée le succès. Alors, être disponible d'abord, c'est quoi? Être disponible, être présent, c'est quoi? C'est d'abord, vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, nous traversons une période de pluie. Et lorsque c'est la période des révisions, lorsque les enfants travaillent le soir, il leur est parfois difficile de mettre les moustiquaires, par exemple. Souvent, on est fatigué rapidement, les enfants s'endorment, ils oublient. Mais on est en période de pluie. Et si jamais l'enfant tombe malade maintenant, c'est foutu à un mois des examens. Donc, il faut veiller, il faut que les parents veillent. Est-ce que les soirs, est-ce qu'ils mettent leur moustiquaire pour pouvoir s'endormir? C'est extrêmement important parce qu'il ne faudrait pas qu'ils tombent malades. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que les enfants mangent? Parce que de par ce que les enfants mangent, parfois il y a le stress, on est fatigué. On doit surveiller ce que les enfants mangent pendant cette période pour qu'ils ne tombent pas toujours malades, comme je dis. Mais justement, suivre ce que cet enfant mange, la plupart du temps, les parents n'ont les enfants que le soir. Et les parents ne sont là véritablement que le soir. Est-ce que c'est le dîner qu'il faut vraiment préparer pour que l'enfant puisse manger dans de bonnes conditions, ou c'est tout son repas tout au long de la journée? Pas tout le repas. J'ai parlé de disponibilité, il faut être disponible. Le matin, il faut peut-être se réveiller très tôt pour voir ce que l'enfant va manger avant de pouvoir aller à l'école. Et aussi le soir, à midi, j'imagine, parfois on n'est pas là. Mais il faut que le matin et le soir, comme vous le dites bien, qu'on voit ce que l'enfant mange. Il faut que maman soit là. Il faut que maman pour préparer. Et pourquoi pas papa aussi, il n'y a pas que maman. Si vous faites bien de le dire, hein, parce que la plupart du temps, il n'y a que maman. Il n'y a pas que... Si souvent, c'est maman. Quand c'est papa qui est disponible, ou bien quand c'est maman qui est disponible, il faut voir le programme de chacun. Peut-être que papa pourra sortir tôt, ou bien c'est maman. Si mais il faut qu'un des parents soit disponible dans cette période. Et la disponibilité ne finit pas. Là, vous savez, pendant cette période, les enfants, ils vont... Si vous avez la possibilité d'accompagner, de prendre votre enfant sur votre moto, dans votre voiture, c'est toujours un plus parce que vous allez discuter, il est content, il se dit, mais les parents pensent à moi. Donc la disponibilité doit aussi aller dans ce sens pour que l'enfant se sente accompagné. Oui, mais le tout ne suffit pas d'être à la maison. Il y a des parents qui sont certes à la maison, mais qui ne sont pas véritablement là pour les enfants. Pour les enfants, ça c'est vrai. On va revenir à la question dans un instant. Pour le moment, on va à la rédaction, bien sûr, de BB24. On va revenir dans quelques secondes puisque Estelle Pazou est déjà là en place pour nous présenter le journal. On se retrouve dans 15 minutes.
C'est l'heure du journal sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La question de l'encadrement et du contrôle fiscal a réuni à Cotonou des experts. Objectif, trouver les voies et moyens pour contraindre les multinationales à s'acquitter de leurs impôts dans les règles. Les violences faites aux femmes ne portent pas seulement atteinte à la dignité de la femme, elles mettent également à mal son activité économique, constat dans ce journal. Et puis la Chine met une fois de plus en valeur l'immensité de sa culture. Cette fois, c'est à travers l'exposition d'une partie des objets de la cité interdite. Voilà pour les titres de ce journal. L'activité des multinationales profite-t-elle réellement aux pays en voie de développement? La question a réuni à Cotonou plusieurs administrateurs fiscaux de plusieurs pays africains. À l'occasion, des pistes de solutions ont été définies pour encadrer et contrôler l'activité de ces multinationales. Compte rendu, Bernol Djogbe, Patrick Adiaboudjou. Pour échapper à l'impôt et aux contrôles fiscaux, plusieurs firmes internationales qui ont implanté leurs filiales en Afrique font des transferts financiers vers leur maison mère à l'étranger en toute discrétion. Une pratique récurrente qui met à rude épreuve l'administration fiscale des pays en voie de développement. Dans nos pays, il y a les multinationales. Je prends l'exemple des banques, les assurances et les téléphonies. Vous voyez que toutes ces maisons-là ont leur maison mère dans les pays développés. Et nous n'arrivons pas, par exemple, à cerner l'activité qui est vraiment réalisée. C'est-à-dire que leur chiffre d'affaires, par exemple. Et également aussi, il arrive que non, ces entreprises-là, par exemple, payent des sommes élevées, par exemple, à leur maison mère. Comment appréhender cela? Les sociétés qui sont installées dans nos pays-là, est-ce qu'elles ne cherchent pas, par exemple, à faire partie du bénéfice-là dans leur maison mère et ensuite faire en sorte que les entreprises qui sont ici-là payent moins d'impôts? Pour ne pas que non, les sociétés comme les téléphonies, les banques, versent des sous à leur maison mère et à la fin, ici, ils ne payent aucun impôt. Bon, aucun impôt, c'est trop dit, c'est-à-dire qu'ils payent l'impôt minimum, alors que peut-être qu'ils devraient payer plus. Donc on essaie de cerner, par exemple, toutes leurs activités. On se dit que si on maîtrise leurs activités, on peut les imposer normalement. Mettre à la disposition des services du contrôle fiscal des outils juridiques s'avère nécessaire pour réprimer les pratiques d'optimisation abusive de bénéfices ou d'intérêts des grandes multinationales. Une préoccupation qui a réuni à Cotonou les dirigeants des administrations fiscales de plusieurs pays africains. On est arrivé à ce que chaque administration puisse organiser son service. Chaque administration organise son service, par exemple, en créant des structures spécialisées pour pouvoir contrôler ces filiales-là qui sont dans nos pays. Et ensuite aussi, il a été proposé que nous puissions nous faire assister. C'est-à-dire quand on prend l'administration fiscale du Bénin, qu'elle puisse se faire assister, par exemple, par des experts. Et également aussi qu'elle puisse pouvoir demander des renseignements, par exemple, dans d'autres pays qui sont hors du Bénin. Ça nous a permis, en discutant, de voir les moyens qui manquent aux administrations locales pour pouvoir appréhender ce phénomène et pour pouvoir essayer de s'organiser pour mieux vérifier ces entreprises. Ça, c'est le but principal. Je crois qu'on y est arrivé. Au thème des assises, on retient que les pays africains doivent s'accorder à l'obligation de transparence dans les opérations effectuées par les firmes internationales implantées sur le continent africain. Cela va de la bonne gouvernance économique et de l'amélioration des recettes fiscales des États. Et nous recommandons fortement à nos autorités en tout cas d'y aller, et parce que tout simplement en retour nous aurons beaucoup plus quand même en tout cas de recettes, parce que cela relève quand même de plusieurs artifices, stratégies, etc. montés par ces entreprises-là pour faire recours à ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et cela induit un peu des baisses de recettes conséquentes sur les économies nationales de nos pays. Dans le cadre de ces échanges assez fructueux, nous avons eu également d'autres types de visions complémentaires qui puissent en tout cas nous permettre d'aller de façon beaucoup plus optimale dans le sens donc de la fiscalisation de ces activités complexes, dites complexes.
Malgré les actions des organismes qui travaillent pour la sauvegarde de la dignité de la femme, elles sont encore nombreuses à subir des violences. Femmes battues, femmes agressées sexuellement, la liste n'est pas exhaustive et l'impact économique causé par cet état de choses n'est pas négligeable. Reportage. Elles sont nombreuses, ces femmes qui ont subi une fois des violences dans leur vie. Des agressions sexuelles ou verbales, coups et blessures, avec des traumatismes psychologiques, sont régulièrement observés auprès de ces femmes souvent muettes ou requérant l'anonymat. Au Bénin, la situation est peu reluisante. La femme est d'une aide importante pour l'homme. Elle n'a pas besoin d'être violentée. Ceux qui abusent de la faiblesse des femmes blessent Dieu. Mais d'autres femmes sont battues à cause de leur malpropreté. De toute façon, ce n'est pas bon de violenter une femme. C'est pas bon. C'est les femmes même. Il faut savoir la manière qu'ils sont en train de faire, que les hommes sont en train de faire la violence contre eux là. De ne qu'à changer leur mentalité. S'ils ont changé la mentalité, ça serait bon. Aucune personne ne peut pas faire la violence contre la femme. C'est la femme même qui crée ça. Et pourtant, depuis janvier 2012, il existe une loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. C'est la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. Les auteurs de ces actes encourent des peines suivant la gravité de la violence. Il y a plusieurs sortes de violences faites aux femmes et les peines varient selon les infractions et selon ces violences-là. Nous pouvons citer les violences physiques et violences sexuelles. Les peines sont aggravées de 5 ans si c'est un délit et de 10 ans un crime. La violence faite aux femmes, un phénomène qui peut aussi avoir des incidences sur la vie socio-économique. Lorsque l'homme ne fait que bastonner la femme, au lieu de l'aider pour ses activités génératrices de revenus, il est clair que cela ne peut pas prospérer. Les femmes sont majoritaires au Bénin. Pas la violence, pas l'inégalité d'accès à l'éducation. Nous empêchons la majorité de participer au développement du pays. Au Bénin, 69% des femmes sont victimes de ces violences. Se soigner par les plantes, c'est une pratique séculaire. Dans les marchés et même dans les quartiers, ils sont nombreux à vanter les vertus médicinales des plantes et qui n'hésitent pas à proposer telle ou telle autre plante pour soigner certaines maladies. Toutefois, la posologie et le conditionnement posent encore problème. Jules Akwekou, Mathieu Sokenou et Diane Amoussou Béanzin. L'homme et la plante, une histoire qui dure dans le temps, tant les plantes lui ont révélé leurs vertus médicinales. Leur connaissance se transmet de génération en génération. Dans certaines familles au Bénin, la maîtrise des plantes est avant tout un héritage. C'est un héritage de notre grand-père. Nous sommes nés dedans. Mes parents sont des praticiens qui ont servi pas mal de choses. J'ai alors des aînés qui ont fait la médecine traditionnelle. L'utilisation des plantes dans le traitement des maladies n'est pas chose aisée. Le dosage, la posologie, tout doit être fait avec minutie. Au temps de nos grands-parents, ils préparent seulement les tisanes, on donne à boire dans un gobelet ou bien dans un quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, un produit à attribuer à un patient, c'est à prendre avec le verre talopémie, qu'on appelle le verre à thé, le cuilleré à café, le cuilleré à soupe. Voyez-vous, ça c'est dans le cadre des dosages de la posologie, ça. Maintenant, au niveau de laboratoire, là où nous fabriquons nos produits, il y a aussi les ustensiles
qui peut nous servir à connaître le nombre de grammes, le nombre de kilos que nous pouvons mélanger. Les médicaments et des plans maintenant, ça a des effets secondaires. Ceci n'a pas d'effet secondaire. Tu prends ça, ça te guérit. Même les médicaments des blancs, souvent ça nous crée encore d'autres maladies. Si on essaie, dans son essai, il y a aussi des maladies qui nous arrivent. Mais ceci, même si il y a des essais de ça, ça ne fait rien. Il y a des tisanes que nous conseillons aux clients de ne pas boire à midi pour ne pas être fatigué à cause du soleil. Il va la prendre plutôt le matin et le soir. Il y a d'autres qu'il va boire matin, midi et soir. C'est l'apprentissage et l'expérience qui guident le vendeur. Vendues en gros ou en détail, ces plantes médicinales ont diverses origines. L'État béninois nous a aidés. On a des différents jardins botaniques. Normalement, ces jardins sont pour nous les praticiens. Bon, si tu te trouves dans un milieu qu'il n'y a pas ces jardins botaniques, bon, toi-même, tu peux cultiver aussi tes plantes. Ou c'est de là que les bonnes dames sont devenues nos livrets des fois. En attendant de répondre aux besoins en matière de cure, les plantes, racines et autres sont stockées dans des conditions pas toujours des meilleures. Les objets créatifs du palais impérial étaient en exposition vendredi dernier au Centre culturel chinois de Cotonou. Soigneusement choisis pour l'occasion, ils ont séduit tous les visiteurs. C'était une petite représentation de la cité interdite du pays de Xi Jinping. Marcel Arrossi. C'est une infime partie des produits d'art du palais impérial. Ce musée ne rate aucune des occasions d'exposition qui s'offrent à lui. Cette exposition fait découvrir au public présent les valeurs incommensurables de la culture traditionnelle chinoise. Nous avons vu des objets qui datent de 600 ans et c'est pour vous dire que franchement, il y a quelque chose à apprendre de cela. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller à l'école de la Chine dans ce domaine pour non seulement conserver notre patrimoine culturel qui est là, pour montrer au reste du monde et même au peuple à l'intérieur, au peuple béninois, toutes les valeurs culturelles intrinsèques que nous avons. Nous assistons là à une exposition qui nous révèle vraiment le génie créatif chinois. Les Chinois sont des experts en art et ils ont une culture vraiment riche et diversifiée. Nous remarquons qu'ils savent comment préserver et comment valoriser leur culture. Je pense que c'est cela qui fait leur force, parce qu'ils ont un patrimoine grandiose et ils le montrent de la meilleure façon qui soit. La cité interdite, incontournable site touristique en plein cœur de Pékin, est le palais impérial le plus conservé de la Chine. Pendant plus de 500 ans, l'entrée du palais a été interdite, ce qui lui donne son nom. Désormais connue comme le musée du palais, cette cité a été classée comme monument historique important. Elle est d'ailleurs inscrite dans la liste du patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un nouveau journal. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Rendez-vous donc demain à 19h45 pour une autre édition du journal. Le plateau, bien sûr, du grand rendez-vous continue avec Autant Savoir, avec M. Fulgence Awangonou, coach en leadership parental avec vous. Donc, on parlait des mesures, des dispositions donc, que les parents doivent prendre. Il faut donc préparer déjà le matin à l'enfant, déjà contrôler ce qu'il mange en réalité, soit le papa ou la maman. Oui, je disais qu'il faut être disponible, il faut être présent pour les enfants, ceux qui vont à l'examen. Et il faut voir ce qu'ils mangent parce que si l'enfant ne mange pas bien, il pourra tomber malade. Et si un enfant tombe malade pendant cette période-ci, ce n'est pas bon pour le succès. Donc, il faut veiller à ce que l'enfant mange le matin, comme le disait M. Assoum, très tôt, voir, préparer quelque chose. Là, on est sûr de la qualité. Et les soirs, naturellement, les enfants mangent à la maison. Il faut rentrer et voir ce que les enfants mangent et leur préparer quelque chose de bon, de potable.
Alors cela suffit-il? S'assurer que l'enfant dorme sous moustiquaire, s'assurer de la qualité de ce qu'il mange. Est-ce que cela suffit pour pouvoir dire qu'on encadre son enfant à revenir avec un résultat, un très bon résultat après les examens? Non, ça ne suffit pas. Je disais que c'était important de mettre en place un environnement familial épanouissant pour accompagner l'enfant. Il faut mettre quoi dans un environnement familial épanouissant, c'est-à-dire pas papa et maman qui se disputent? Oui, il y a aussi ça, mais ce n'est pas pendant cette période qu'il faut rappeler à l'enfant qu'il a échoué il y a 3 fois au bac. Lui dire que tu es un paresseux. Oui, ce n'est pas le moment de rappeler ça à l'enfant. Nous devons avoir un champ lexical à travers ce que nous disons, motiver l'enfant, lui montrer que c'est toujours possible. Et qu'on croit en lui. Qu'on croit en lui. Quand bien même on se dit non, l'enfant se dit non, l'enfant est découragé. Il faut lui montrer que c'est possible. Parce que oui, les parents, nous on a peut-être eu l'expérience pour lui dire, telle personne a réussi, pourquoi pas toi? Donc il ne faut pas ce que nous disons. Et aussi, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, ce n'est pas le moment qu'il y ait des guéguerres entre papa et maman, non. Il faut que tout le monde s'entende très bien, montrer à l'enfant que ça va très bien. Quand bien même il y a des problèmes, il faut toujours régler ça. Or, les vues des enfants, et gérer ça pour que les enfants ne sachent pas. Parce que tout cela va ajouter, les enfants sont déjà stressés, il ne faut pas encore en rajouter du stress. Alors, est-ce que c'est le moment de dire quand même à l'enfant, mais écoute, hein, tu n'as pas l'habitude de travailler en mathématiques, il faut que tu te concentres davantage. Tu sais que c'est les mathématiques qui t'ont fait échouer l'année dernière et tout le reste. Ah oui, et si le papa sait que c'est les mathématiques qui l'ont fait jouer, c'est déjà dès la rentrée qu'on aurait déjà mis en place tout un dispositif pour que l'enfant travaille en maths. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que si les enfants doivent réussir, c'est les parents. Maintenant, est-ce que nous leur donnons l'objectif de réussir? Mais il faut dire qu'on a eu droit à une année scolaire spéciale. Oui. Et donc, quand vous dites qu'il faut prendre les dispositions dès le début de l'année et pendant l'année scolaire, c'est pas sûr que ça soit vraiment évident. Si. Mais pour l'instant, nous sommes déjà là, hein, tout a déjà été presque fait. Oui. Il ne reste que les périodes de révision, nous avons reçu sur ce plateau à Songaba avec Karamata Awataou, un inspecteur d'accord au niveau de l'enseignement, qui nous ont dit, malgré les débrayages, les enfants ont quand même le minimum et que les épreuves seront à leur portée. Reste maintenant aux parents de pouvoir encadrer véritablement leurs enfants. Oui. Si, les parents doivent jouer. Alors là, pour vous, la responsabilité des parents est très importante, elle est primordiale. Oui, la responsabilité des parents est primordiale. C'est essentiel parce que, vous savez, nous parlons des enfants, nous parlons des êtres qui sont dans un processus de socialisation. C'est des gens qui n'ont pas encore la maturité nécessaire. Donc, celui qui accompagne, leur responsabilité est à gager. À partir du moment où déjà, dès la rentrée, on a déjà fixé un certain nombre d'objectifs, quand bien même il y a grève, les parents doivent déjà suivre leurs enfants pour savoir, vous êtes à la maison, il faut déjà les occuper. Les canaliser. Donc, si les enfants sont suivis, quels qu'en soient les problèmes qu'il y a, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est important en amont déjà de prévoir, d'anticiper et maintenant de les accompagner, de mettre en place tout ce qu'il faut, le climat, d'être présent. Parce que vous savez, lorsqu'on investit sur l'enfant, il faut gagner, il faut retrouver le sourire à la fin de l'année. C'est extrêmement important. Et je pense que les parents ont un rôle à jouer. Ils doivent être présents, ils doivent être disponibles et ils doivent mettre en place un climat qui accompagne la réussite. Alors, il faut dire quand même qu'en ces temps-ci, tous les parents courent à droite et à gauche. D'autres, on leur réclame, quand les enfants sont au niveau du privé, on leur réclame même un complément de scolarité avant les examens. Il y a beaucoup de choses à acheter, s'assurer que l'enfant a une bonne tenue pour aller composer. Donc, les parents, ils courent derrière le pain quotidien. Est-ce qu'ils ont véritablement le temps de pouvoir s'assurer que cet enfant est bien entouré à la maison? Vous savez, la toute première chose, ce qui est indispensable pour éduquer l'enfant, pour que l'enfant soit heureux, pour que l'enfant réussisse dans la vie, c'est la disponibilité. Si vous êtes un parent et que vous n'êtes pas disponible et que vous faites de la gestion en termes d'éducation déléguée, c'est-à-dire c'est les autres qui vont éduquer, vous êtes là, la probabilité pour que votre enfant réussisse, elle est très minime. On doit être disponible. Si vous n'êtes pas disponible, c'est essentiel. Je préfère même parler tous les jours, par exemple, soyez disponible et le reste on oublie. Nous devons être disponibles. C'est notre plus grand héritage. C'est ce qu'on a de plus cher. Et c'est sur ça que la société va nous juger. Alors je leur redemande. C'est vrai que tout ce que vous avez dit, c'est extrêmement important, mais on doit ajouter à cela la disponibilité. Et les week-ends sont là. Nous devons toujours trouver le temps qu'il faut pour eux. C'est notre plus grande richesse. C'est ce qu'on a de meilleur, de grand. D'accord. Trouver le temps pour eux, pour beaucoup de parents, cela
ça se résume à s'assurer que l'enfant a bien récité ses leçons, il a à quel chapitre, il a fait quel nombre d'exercices. Mais pour un candidat, le suivi psychologique aussi est important. Pour des parents qui n'ont même pas grande notion de ce que c'est qu'un suivi psychologique, comment s'assurer que l'enfant évolue normalement et qu'à la fin, le jour de l'examen, il ne sera pas stressé, il ne va pas oublier des choses? Ah oui, le suivi psychologique, c'est extrêmement important. Vous savez, les enfants, c'est des êtres qui sont très fragiles. Et lorsque les examens s'approchent, ils se disent, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Le suivi psychologique, c'est d'abord à travers les conseils qu'il faut donner aux enfants. Ce que nous disons, tout ça là, c'est ça qui formate notre psychologie, c'est ça qui oriente les pensées des enfants. Et vous avez vu, tout à l'heure, j'ai parlé de climat, il faut être disponible. Mais ce qu'on dit aux enfants, les conseils, moi je me rappelle, en notre temps, chaque matin, on vous réveille, on vous dit, ah, il faut... C'est comme si c'est une sorte de motivation qu'on nous faisait. Ça doit continuer. Ce qu'on dit aux enfants, c'est ça qui conditionne leur pensée. Et c'est ça qui les amène à se dire, je peux, je vais. Quand bien même on se dit parfois, ils se disent que mais je ne travaille pas en matin, je ne travaille pas en SBT, quand même je suis en D. Mais on se dit non, je peux, papa me dit que je peux. Donc les parents doivent motiver les enfants. Et cette motivation, c'est à travers les conseils. Et c'est tout ça qui va réglementer, qui va leur psychologie, qui va leur permettre de se dire ah oui, je peux, je ferai, je vais réussir. Alors, je ne vais pas vous lâcher sans vous poser cette question, même s'il ne me reste pas beaucoup de temps. Beaucoup de parents, c'est le moment pour eux, leurs enfants, ils doivent étudier jusqu'à minuit. À minuit, 1h du matin. Est-ce que tous les enfants peuvent veiller pour étudier? Ce n'est pas la peine. Tous les spécialistes sont d'accord là-dessus. Ce n'est pas le moment de surcharger encore l'intellect. Non. Il y a un moment où il faut que les enfants dorment. Il y a un temps de sommeil, 6 heures de sommeil. Il faut veiller à cela. Parce que quand l'enfant va dormir tard, il va se réveiller complètement fatigué. Et vous allez même constater qu'il risque d'oublier ce qu'il a appris. Donc c'est le moment de s'assurer parfois que les enfants dorment très tôt, à 22 heures. Ils se réveillent très vite. Et je suis sûr qu'en le faisant, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. D'où la nécessité d'être disponible, d'être présent. Alors, il y a une semaine, vous savez, toutes les écoles laissent les enfants à la maison pendant toute une semaine avant l'examen. Cette semaine-là, elle doit être meublée de quoi? Parce que le papa et la maman, ils ne vont pas prendre une semaine de congé parce que leurs enfants vont à l'examen. Vous savez, quand bien même les établissements donnent une semaine, vous allez constater que c'est une semaine-là, c'est parfois pour préparer et spirituellement les enfants. C'est le moment peut-être de prier, de déstresser. C'est-à-dire ce n'est plus le moment de s'adonner à des activités où on est surchargé. Certains vont peut-être prier, mais attention, on ne va pas laisser les cours pour prier, penser qu'on va réussir. Donc il faut mettre à la disposition des enfants des activités où ils ne sont pas trop acculés, mais il faut avoir un exercice qui se passe. Rester totalement concentré, quand bien même le stress n'y est pas. Il faut les amener à prier, à faire des trucs. Je ne dirais pas des jeux parce qu'on n'a pas tout le dispositif ici au Bénin pour que je puisse parler de ça. Mais il faut les laisser reposer la tête, et beaucoup prier. La préparation spirituelle est importante aussi. D'accord. On n'oubliera certainement pas l'organisation. Alors, chers parents, ce qui vous est demandé, c'est beaucoup plus votre disponibilité. Vos enfants ont besoin de vous, ils ont besoin de votre présence à la maison, mais pas seulement de votre présence, mais de votre présence effective, parce qu'on oublie souvent qu'on peut être présent sans l'être véritablement. Hachem Gaba, merci à vous. Merci à vous, Aniat Bello Onifale, c'est ça. Merci beaucoup. Ce sera donc tout pour cette édition de Autant Savoir. Avant de finir, bien sûr, ce grand rendez-vous, nous allons jeter un second coup d'œil sur le tableau des prévisions météo que voici.
Et donc, merci à tous de nous avoir suivis. C'était le grand rendez-vous ou le tout premier numéro de cette semaine. Rendez-vous demain à 19h pour un autre grand rendez-vous, le numéro 2, bien évidemment. Bonne soirée sur BB24. Ciao.